Mes chers amis, valeureux, ça va gagner 30 secondes pour les faire venir. À Nantes, en 2008, nous avons fait le choix de l'organisation économique. Nous avons œuvré pour que les producteurs soient acteurs de leur développement économique, pour rééquilibrer les rapports de force entre les différents maillons de leur filière, pour une meilleure gouvernance de nos outils. Non mais Xavier, c'était pas l'heure, tu vois, là c'est l'heure. Pour une meilleure gouvernance de nos outils dans l'objectif d'une répartition équilibrée de la valeur ajoutée. À Saint-Malo, en 2011, nous avons orienté ce choix dans le sens de la croissance durable, affirmant qu'il n'y a pas de fatalisme au déclin agricole et que l'agriculture était un véritable gisement de croissance pour produire plus et mieux. Une croissance durable d'un point de vue économique et qui donne de la visibilité aux producteurs. Une croissance durable d'un point de vue environnemental qui permette de lier performance économique et performance environnementale. Une croissance durable d'un point de vue social, enfin, qui soit source d'emplois sur les territoires. Nous revendiquons ces performances multiples. À Biarritz, aujourd'hui, il s'agit pour nous de gravir une marche supplémentaire dans la mise en œuvre concrète de notre projet pour les agriculteurs et pour l'agriculture. Nous souhaitons affirmer le nécessaire renforcement de la professionnalisation des métiers de l'agriculture pour parvenir à produire plus et mieux durablement. Mais comment parler de professionnalisation quand on peut, avec autant de facilité, s'intituler agriculteur et construire en zone A des PLU ou percevoir les aides économiques de la PAC? Et demain s'annonce pire si nous n'y prenons garde. Il deviendra possible à quiconque de se déclarer agriculteur dès lors qu'il possédera quelques hectares et affirmera y passer beaucoup de temps. Nous sommes la seule profession au sein de laquelle une personne peut s'autoproclamer chef d'entreprise de manière aussi subjective. Quelle est cette profession dont on peut chaque jour grignoter l'outil de travail, le foncier, pour la bonne cause écologique ou la grande cause que constitue la construction de logements ou d'infrastructures et qui doit se soumettre sans réagir? Comment peut-on accepter la destruction de nos filières et de la structuration des marchés sur les territoires sans qu'aucune compensation du préjudice économique subi ne vienne à l'idée de ceux qui pillent notre outil de travail? Comment une profession qui participe tant au maintien de la biodiversité peut-elle poursuivre ses efforts quand ils sont constamment ignorés, décriés et toujours jugés insuffisants? Comment une activité professionnelle peut-elle être performante lorsqu'elle est exposée à tous les risques, qu'ils soient climatiques, sanitaires ou économiques, et doit prendre seule les moyens de s'en prémunir, quand les outils en place sont d'un autre âge ou n'offrent aucune visibilité pour les agriculteurs? Prendre des risques fait partie intégrante du métier d'agriculteur. Mais disons-le tout net, même à Biarritz, nous ne sommes pas des joueurs de casino. Quand nos entreprises perdent leur production, c'est de la croissance qui est perdue et pour un long temps. Ce sont des parts de marché qui disparaissent, ce sont des emplois qui sont supprimés, des territoires qui se meurent. Il y a trop de fragilité, d'insécurité, d'exposition aux risques auxquels les politiques publiques en l'état ne répondent absolument pas. Si mes propos sont durs, ils sont cependant à la hauteur des enjeux que nous souhaitons relever et qui passent obligatoirement par un renforcement de la professionnalisation des métiers de l'agriculture. Il ne peut y avoir de professionnalisation sans l'affirmation d'un véritable statut pour l'agriculteur qui embrasse toutes les facettes des métiers de l'agriculture et leur diversité. La consommation de notre outil de travail, au-delà d'une utilisation parcimonieuse encore à concrétiser, doit être compensée économiquement et les prestations que nous réalisons au profit du maintien de la biodiversité et de l'environnement sur les territoires doivent être reconnues et rémunérées. Les aléas que subissent nos entreprises doivent faire l'objet d'une véritable politique de prévention et d'une politique de couverture affirmée qui puisse combiner les outils assurantiels et la solidarité nationale. Bref, il nous faut renforcer dans ces trois domaines l'efficacité des politiques
pour gagner en compétitivité et sécuriser nos entreprises agricoles. Ce rapport d'orientation, qui s'inscrit dans le prolongement de nos derniers débats de congrès de Montpellier et de Troyes, au cours desquels nous avons progressé sur ces sujets, a fait l'objet de nombreuses réunions de travail et groupes de réflexion conduits par les 6 rapporteurs. Jean-Bernard Bayart et Robert Verger pour la partie concernant l'affirmation du statut de l'agriculteur et permettant de développer de nombreux outils de gestion pour maîtriser nos charges. Henri Biaspéré et Daniel Prieur pour la deuxième partie traitant de la protection du foncier pour répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux, exprimant notre volonté de créer une compensation agricole et un contrat de prestation de services environnemental. Joël Limousin et Lux Messart pour la troisième partie, dont l'objet est la construction d'une politique de gestion des risques volontariste avec un socle de base efficient et solidaire. Le rapport a été approuvé par le conseil d'administration de la FNSEA le 13 février, puis vous a été communiqué. Vous avez été nombreux, FRSEA et associations spécialisées, à nous communiquer vos amendements que nous avons examinés avec les vice-présidents et les secrétaires généraux, puis soumis au conseil d'administration du 13 mars dernier. Le conseil d'administration a souhaité que certains amendements, eu égard à leur importance, soient débattus en congrès, puis qu'un débat ait lieu sur plusieurs questions fondamentales pour la définition concrète de nos orientations. Pour un bon déroulement de nos débats, 3 séquences vont donc vous être proposées. Jean-Bernard Bayart présentera la première partie du rapport et vous soumettra les amendements relatifs à cette partie, puis nous débattrons sur l'évolution du statut de l'exploitant. Henri Biaspéré, puis Joël Limousin feront de même et nous discuterons les amendements retenus et débattrons des orientations proposées. Voilà donc la feuille de route. Jean-Bernard, je te donne la parole. Merci. Bien, merci Christiane. Avant d'aborder concrètement le sujet, je voudrais tenir des propos introductifs pour replacer le cadre de la réflexion. Alors, la question est de savoir qui on doit reconnaître comme agriculteur et non le débat pour savoir qui, aujourd'hui, est attributaire des aides. Ce point est important, mais c'est un autre sujet, et certes, qui est complémentaire, mais je crois qu'il faut dérouler les choses dans l'ordre. Alors, on décide d'abord qui est agriculteur, puis il faudra plus tard discuter à qui on attribue les aides. Alors, cette partie, c'est bien de savoir si on affirme un statut pour affirmer une identité commune des agriculteurs, et ce, dans un cadre de croissance durable. Donc, l'exploitation familiale des années 60 n'est plus le schéma dominant. La diversité croissante des structures d'exploitation nous amène à devoir clarifier le statut du chef d'exploitation et donc à définir un statut d'agriculteur. Ce statut doit conduire à la reconnaissance de l'agriculteur professionnel, c'est-à-dire savoir qui est réellement chef d'exploitation. Les conseils prodigués par les structures que nous avons mises en place nous amènent à faire le constat suivant. Il n'y a pas de schéma type d'exploitation. C'est le premier point. Et ensuite, les différentes formes de structures d'exploitation se sont mises en place au fil du temps, allant du GAEC, passant par le ARL jusqu'à la SCEA, et jusqu'à des formes de sociétés commerciales réalisant l'acte de production tant sur le végétal que sur l'animal. Le constat est que nous avons un développement très fort des formes sociétaires. Plus de la moitié des agriculteurs
sont des associés de différentes structures sociétaires. Quant à la production, les 2/3 de la production sont réalisés par des sociétés. Le lien entre l'agriculteur et son exploitation s'est distendu. Aussi, nous avons aujourd'hui des exploitations sans agriculteurs, des exploitations détenues par plusieurs agriculteurs, des agriculteurs qui contrôlent plusieurs exploitations, des regroupements totaux d'exploitation et des regroupements partiels d'exploitation. Le regard sur la situation des chefs d'exploitation est très divers. Nous avons d'abord des installations de plus en plus tardives, une pluriactivité, donc des exploitations de plus en plus tardives. Ensuite, nous avons globalement 11% des personnes en âge de retraite qui poursuivent leur activité. Une pluriactivité qui continue de se développer. Je connais bien une région, pour vous donner l'illustration, où globalement les jeunes pluriactifs représentent 30%, exactement 33% des installations. Des installations de cotisants solidaires, comme nous n'avons jamais eu. Nous avons aujourd'hui globalement plus de 110 000 cotisants solidaires et un développement du salariat chez les chefs d'exploitation. Cela représente globalement aussi à peu près 20 000 personnes. Alors, le Code rural avait défini ce qu'est l'agriculture à travers ses activités. Les activités agricoles par nature liées à la maîtrise du cycle biologique. Les activités qui sont le prolongement de l'acte de production, tout ce qui est transformation, tout ce qui est conditionnement. Des activités qui ont pour support l'exploitation, ainsi que les activités équestres et les activités de méthanisation agricole. Suite à cela, est reconnu agriculteur celui qui exerce une activité agricole à partir d'une approche sociale, exclusivement basée sur la surface qui est la demi-SMI. Cette personne est obligatoirement un non-salarié agricole. Nous sommes bien, à partir de ce constat, dans une situation d'une définition qui exclut. Nous avons donc des personnes qui sont reconnues chefs d'exploitation alors qu'ils ne devraient pas l'être, d'autres qui ne sont pas reconnus et qui devraient l'être. Ainsi, terme d'illustration, certains sont reconnus agriculteurs alors qu'ils délèguent totalement le pilotage de leur exploitation à d'autres. D'autres ne sont pas reconnus chefs d'exploitation. À titre d'exemple, le cotisant solidaire, même s'il est un véritable agriculteur, employant des salariés, dégageant un revenu, il est exclu. De même, l'agriculteur salarié de sa propre exploitation, en tant que SA, en tant que SAS, en tant que SARL, il est également exclu. Quant à la définition de l'Union européenne, elle n'est d'aucun secours. Quand elle définit l'agriculteur, elle reconnaît tout le monde détenant un hectare ou un animal. Quand elle définit l'actif, on fait bien la différence entre la situation de l'agriculteur et la situation de l'actif, elle pose des critères qui ne sont pas liés à l'activité. Nous pensons que face à cette situation, il faut faire bouger les lignes et qu'il est temps d'aborder le sujet
de la définition du statut de chef d'exploitation. Je me permets de rappeler au passage que nous sommes ouverts à toutes les formes d'agriculture. L'agriculture est plurielle, tant dans ses modes de production que dans ses modes de commercialisation, allant du bio conventionnel, allant de la vente directe aux filières longues. Notre objectif est que soient reconnus les agriculteurs professionnels et leur permettre de se prévaloir de ce statut. C'est ouvrir les droits à tous les agriculteurs professionnels, même s'il faut réserver certains droits ou aides à certains types d'agriculteurs, à titre d'exemple, les agriculteurs à titre principal. Nous voulons une définition qui permette la liberté d'organisation et de structuration dans l'indépendance la plus totale et de la responsabilité de la personne. Pour la définition du statut du chef d'exploitation, qui doit être une personne physique, comme l'a rappelé dernièrement le conseil d'administration de la FNSEA, donc il faut un certain nombre de conditions. Tout d'abord, la maîtrise de l'outil de production, qui, lui, doit être détenu par l'exploitant, ou une détention directe ou indirecte du capital social, ça aussi qui a été reprécisé au niveau du conseil d'administration de la FNSEA. Et une détention qui également peut être collégiale, à titre d'exemple, les GAEC. Une responsabilité au niveau de la gestion, exercer les fonctions de pilotage, de direction de l'exploitation sans aucun lien de subordination. Troisième point, un volume au regard de l'activité que l'on peut mesurer de différentes manières. À titre d'exemple, effectivement, question liée à la surface, liée au chiffre d'affaires. Et sur ce point-là, il y a un amendement qui sera en discussion. Quatrième point, une reconnaissance au regard de la formation. Donc c'est une formation à minimum à discuter, équivalence au regard de l'expérience, mais c'est véritablement une professionnalisation du statut. Ensuite, pour évoluer vers une immatriculation au niveau d'un registre, alors ce registre pourrait permettre d'y mettre globalement toutes les personnes qui exercent une activité agricole, et ensuite, ce registre, à travers ce registre, on pourrait identifier ceux qui sont des agriculteurs professionnels. Donc c'est une ouverture la plus totale et une identification des chefs d'exploitation professionnels, les véritables agriculteurs professionnels. Enfin voilà, en quelque sorte, présenter rapidement cette partie du rapport d'orientation. Nous, notre souhait, notre volonté est de définir qui est chef d'exploitation indépendamment du statut social. Pour nous, c'est deux choses totalement distinctes, car il est de la liberté de l'agriculteur d'organiser juridiquement son exploitation comme il organise ses productions, comme il organise son exploitation. Ce qui permettra à nous, dans un temps après, profession, de mettre à disposition des agriculteurs un certain nombre d'outils nouveaux de gestion pour maîtriser les charges et accompagner la croissance durable. Voilà, je vous remercie. Donc, ceci étant le propos introductif au niveau de cette partie. Merci Jean-Bernard pour cette présentation.
Bon, c'est un débat évidemment important, notamment au moment où nous débattons de la loi d'avenir qui doit revenir au Sénat les 7 et 8 avril. Donc la commission des amendements a identifié et a retenu un certain nombre d'amendements. Un certain nombre d'autres n'ont pas été retenus, notamment ceux émanant de la FNPHP, et Jean-Bernard nous dira pourquoi tout à l'heure. Donc, en termes de méthodologie de fonctionnement, 2 amendements ont été retenus, qui vont être projetés pour que nous puissions en débattre. Donc, le premier amendement qui a été déposé, qui a été accepté, mais qui fait l'objet d'un débat, qui est proposé en débat au Congrès, c'est celui qui a été déposé par Pays de la Loire et qui est donc à l'écran. Il y a un second amendement que nous verrons tout à l'heure qui concerne les 4 critères alternatifs pour définir l'activité agricole. Donc on va se concentrer sur le premier amendement, celui de la région Pays de la Loire. Donc Jean-Bernard, je crois que la façon de procéder, c'est on donne la possibilité à la salle de s'exprimer, notamment à la région qui a déposé l'amendement, et ensuite le débat s'instaure. Et puis chacun peut ensuite intervenir. Alors, il y a un micro là. Merci. S'il est possible d'avoir un petit peu de lumière dans la salle, parce que là on ne voit plus rien du tout. Voilà. Donc bon, la région s'exprimera, hein, ce qui est la proposition du conseil d'administration au regard de cet amendement. Donc vous l'avez là devant vous. Donc cette exploitation familiale se rencontre toujours, tant sur des exploitations individuelles que sous les formes sociétaires, et côtoie des formes d'exercice du métier qui sont pour certaines, pour certaines n'étaient pas pourtant promues. Donc vous avez en rouge la mouture entre guillemets qui vous est présentée par le conseil d'administration. Donc c'est une synthèse par rapport au débat qu'il y avait eu en interne au conseil, qui est donc de rajouter ensuite. Aujourd'hui, on parle plus facilement d'entreprises à taille humaine et à responsabilité personnelle. Progressivement, ces évolutions ont été admises. Voilà. Donc ça, c'est la proposition qui vous est faite par le conseil d'administration et sur laquelle il y a possibilité de débattre.